Non mesure de contrôle, le manifeste pour un réel changement de pratique. C'est le titre de ce document-là, Madame Lepage. C'est quoi le but? Qu'est-ce qu'on dénonce dans ce manifeste-là? En fait, c'est des pratiques. C'est des pratiques abusives, non respectueuses des droits de la personne en lien avec l'article 1 de la Charte des droits et libertés. Vous savez, les lois, il y a des législateurs au Québec qui ont inventé, qui ont créé des lois. Et les lois les plus importantes pour nous, les citoyens québécois, c'est la Charte des droits et libertés. Et généralement, les lois sont faites que l'article 1 est toujours plus important que l'article 10 et ainsi de suite. Et l'article 1, c'est la liberté. Et elle se rattache, donc quand on travaille avec les lois, donc je travaille avec la Charte des droits, puis je vais aller l'attacher sur toutes sortes d'autres droits en fonction de où je me situe. Donc si je travaille au niveau de la Régie du logement, bien, je vais aller attacher ma Charte des droits avec la loi sur la Régie du logement. Dans ce cas-ci, on travaille spécifiquement avec la loi de la santé et des services sociaux en lien avec des départements de psychiatrie. Donc, on parle des modules de psychiatrie, spécifiquement. Mais je vous dirais que des mesures de contrôle, dans ce cas-ci, on parle des mesures de contrôle qui est l'isolement, la contention physique ou chimique et les substances chimiques, effectivement. C'est quoi la contention? Bon, isolement, le mot le dit. L'isolement, oui, c'est ça. La loi dit que l'isolement, c'est l'article 118.1 de la loi de la santé qui le définit. Elle dit que la force, l'isolement ou tout moyen mécanique aux substances chimiques, ça ne peut pas être utilisé que jusque pour protéger la personne de s'infliger à elle ou autrui des blessures, des lésions. Alors, on dit que l'utilisation, je vais rentrer dans le détail, ça ne sera pas tellement long. L'utilisation d'une mesure de contrôle, qu'elle soit l'isolement, la contention ou la substance chimique, elle doit être utilisée, c'est vraiment une mesure exceptionnelle. On l'utilise uniquement pour protéger la personne ou protéger autrui, et on doit la baliser. Le moment le plus court, la mesure de contrôle la plus restrictive, la moins restrictive possible, le moment le plus court, et on doit le documenter. Okay. Pourquoi je vous ai mis en isolement? Ça le dit, l'isolement, c'est d'être mettre dans un lieu confiné dans lequel je ne peux sortir librement. Ce qu'on se rend compte, en fait, dans la pratique, c'est que c'est bien documenté. Le ministère de la Santé l'a bien décrit. Il l'a ajouté dans un article de loi. C'est qu'une mesure exceptionnelle qui doit être utilisée de cette façon-là et on doit le documenter. Pourquoi je t'ai mis en isolement et aux contentions? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cette mesure-là? Tout ce que j'ai fait avant d'en arriver là, parce que c'est une mesure exceptionnelle, ça veut dire que j'ai essayé plein de choses avant. En dernier recours. Vraiment dernier recours, puis dans le temps le plus court. Alors, on parle de 10, 15, 20 minutes, une demi-heure. Aussitôt que la personne ne représente plus une menace ou qu'elle ne menace plus de faire des lésions ou de frapper qui que ce soit exempt, on doit la libérer. Elle doit pouvoir réintégrer, circuler librement sur le département. Et ça se fait pas, ça? Ça se fait. Alors, il y a des mesures de contrôle, il y a des façons de faire qui se font bien, mais dans la majorité des dossiers qui nous viennent à nous, à notre oreille, parce que nous, vous savez, on est un organisme de promotion, vigilance, aide et accompagnement au niveau de la défense des droits. Alors, les gens qui ne sont pas mis en isolement contention ne vont pas se vanter qu'ils n'ont pas été mis en isolement contention. Les gens qui viennent à nous, ce sont des gens pour qui on a appliqué des mesures de façon non respectueuse des droits des individus, pour des périodes de temps exagérées, pour des raisons purement et simplement non respectueuses des droits des législations qu'on a en notre actif, et donc se plaignent. Et quand on recense les statistiques des établissements, que ce soit ici ou ailleurs au Québec, on se rend compte qu'il y a une incompréhension de ces mesures-là. Vous savez, moi, je travaille dans le domaine de la santé mentale, donc ça se passe dans la santé mentale. Mais ça se passe aussi au niveau des personnes âgées, dans les CHSLD. Ça se passe aussi au niveau des jeunes, des centres jeunesse, des jeunes délinquants, et aussi dans des centres pour personnes handicapées intellectuelles. Souvent, une mesure de contrôle, comme pour un handicap physique. Une personne qui a un handicap physique, on va la contentionner, exemple, avec une tablette, pour que les gens comprennent bien. Avec la tablette dans laquelle c'est pour ajuster un positionnement. Donc, l'intention qu'on a, c'est pas de la contraindre, c'est pas de la punir, c'est de l'aider à améliorer son positionnement, d'avoir un beau tonus, puis qu'elle soit un peu plus autonome dans ses mouvements. Alors, il y a une bonne intention derrière ça. Dans le domaine de la psychiatrie ou des personnes âgées ou des centres jeunesse, souvent, c'est une mesure de contrôle. On veut te contrôler, c'est pas utilisé dans des fins de protection ou de promouvoir un état de santé.
comprenez bien que je ne suis pas en train de dire que les départements de psychiatrie, c'est tout, excusez l'expression, de la merde, entre guillemets, puis que c'est tous des gens qui n'ont pas des bonnes interventions. C'est pas ça que je suis en train de dire. Pas généraliser. Il ne faut pas généraliser, mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a quand même des abus dans ces établissements-là. Ça fait longtemps qu'on travaille, qu'on lutte pour améliorer ce processus-là. Et il y en a encore aujourd'hui beaucoup trop. Et là, les intervenants qui sont pas d'accord avec ce que je porte comme discours, qui sont pas d'accord avec les documents qu'on a construits, bien, ils sont dans le déni. Je veux dire, ils ont les deux yeux bouchés puis ils ont les oreilles fermées parce que ça se vit. Ça se vit pas juste à Montréal, à Robert, Gifford, à Québec, puis à Pinel, à Montréal. Ça se vit dans chacun de nos établissements, certains plus que d'autres, certains moins que d'autres. Alors, le manifeste, c'est qu'on veut mettre de la pression sur le ministère, on veut mettre de la pression sur les établissements pour qu'ils prennent conscience réellement des abus, qu'ils profitent, qu'ils font, parce que ça crée des traumatismes, ces choses-là, hein? Oui, on reste marqué. Ça laisse des traces là, chez les individus. Là. J'ai lu le manifeste brièvement, un résumé, et on parlait de ces moyens-là de contenir, de contrôler. J'ai accroché sur le mot parce qu'on parle de contrôle, un peu de vouloir briser la personne, de casser dans le langage populaire la personne. Je lisais ici un exemple qu'on disait, contention, isolement, l'utilisation de mesures chimiques doivent être utilisées pour empêcher, pour que la personne ne s'inflige pas de lésions. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est utilisé pour soulager les intervenants, soit pour punir ou soit pour avoir la tranquillité. Ouais. Ça, j'imagine, quand on approche un syndicat ou peu importe un employeur avec cet argument-là, ça doit ils sont choquer. pas contents. Ils sont pas contents, ils sont choqués, ils nient que ça se fait pas, que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors que nous, dans la pratique, on est très, très conscient que, exemple, si vous seriez un utilisateur de services hospitalisé sur un département, puis que vous êtes plus ou moins consentant au traitement qu'on vous propose, on vous a pas vraiment impliqué dans les décisions qui vous concernent, on vous impose un traitement, puis que vous n'êtes pas collaborant. Alors, on va vous coller une étiquette de patient non collaborant. On va utiliser du chantage, toutes sortes de superfuges avec vous pour vous amener à consentir. Et on va faire des menaces du chantage dans le sens, bien écoute, si tu n'acceptes pas ton traitement, ou si tu n'es pas gentil, ou si tu ne manges pas ton chose, bien tu n'auras pas ta cigarette, ou tu vas aller en isolement, ou tu vas aller réfléchir, ou tu vas aller te mettre en processus de diminution du stimuli. Alors, avant, on appelait ça la salle d'isolement. Partout. Mais là, à force d'avoir des plaintes, le protecteur du citoyen, le protecteur des usagers, à l'époque où on l'appelait comme ça, a trouvé les mêmes similitudes que nous sur le terrain, puis il a fait des recommandations. On a dit, bien voyons donc, c'est une mesure de contrôle. Les gens disaient, non, c'est une mesure de réflexion. On l'a envoyé dans sa chambre pour qu'il aille réfléchir. Mais c'est parce qu'il n'y a pas 4 ans, là. Ouais, il est consentant, il est apte à consentir, il est considéré, il est adulte, majeur et vacciné. Il doit participer au traitement qui le concerne, même s'il n'est pas collaborant. Alors, il faut trouver des alternatives parce que la psychiatrie actuelle est un petit peu dépassée dans le sens qu'elle ne trouve sa source que dans la pharmacologie. Et il n'y a pas que ça. Non. Il y a des mesures alternatives. Juste de te connaître, de jaser avec toi. Exemple, si toi, tu es un gars qui se lève à tous les matins à 5 heures avant d'aller faire ta journée d'ouvrage puis que tu t'en vas courir 10 km. Exemple. Toi, c'est ça. Et moi, tous les matins, j'aime ça aller prendre ma douche à 6 heures du matin. Après ça, j'aime ça me taper une demi-heure de lecture avant d'entreprendre ma journée. Si on chamboule nos habitudes de vie parce qu'on est troublé, on est malade, on fait une dépression ou un deuil particulier, puis on a besoin d'un coup de main du monde de la psychiatrie, mais qu'on nous déroute de nos habitudes, donc on t'empêche, toi spécifiquement, d'aller courir, puis qu'on te confine dans une salle de 10 pieds par 10 pieds où il y a un lit qui est bolté au centre, où c'est assez généralement sécuritaire capitonné, parce qu'on sait, c'est pour nous Comment tu vas te sentir? Non, tu vas virer fou, c'est pas comme un compliqué, tu animal vas en virer cage, fou. là. Oui. Alors que si moi, on m'empêche de me détendre, soit avec ma lecture, ou si on m'empêche de prendre une douche parce que ça se fait pas à l'hôpital, on a déterminé qu'à 6 heures, on ne prend pas une douche, la douche, c'est de telle heure à telle heure, à quel endroit on est à l'écoute de mes besoins? C'est pourtant, c'est comme un milieu de vie. On est là pour nous traiter. C'est pas comme un département en soins coronariens ou en médecine générale ou la maternité, là. On va pas là pour 2-3 jours. On est des gens désorganisés qui s'en vont là pour avoir de l'aide. Il manque du personnel. Tu sais, quand on dit c'est pour soulager, c'est dans cet esprit-là. C'est pas parce que le personnel n'est pas intéressant ou il n'est pas intéressé. C'est souvent parce qu'il est dépassé par la situation. Puis c'est plus facile d'isoler ou de contentionner, que ce soit physique ou chimique. Donc, quand on parlait tantôt de contention physique, alors c'est d'attacher. Vous l'avez fait, vous faire attacher ça? Oui, En simulation, évidemment. Évidemment.
Donc, pour en venir à ça, le ministère, il y a quand même des beaux outils qu'il a produits, il a créé la loi. Dans son idée, c'est qu'à quelque part, il considérait qu'il y en avait trop. Fait qu'il a commencé à réglementer les choses. Donc, il a créé la loi, il a créé des documents pour encadrer un cadre de relations par rapport à ça, et il a fait une formation. Donc, le ministère s'est déplacé dans chacune des régions, auprès de chacun des établissements, pour former le personnel à comment on utilise ça, comment on s'en sert, puis que c'est vraiment une mesure exceptionnelle. Et pendant la formation, il fallait qu'il y ait des cobayes. Et je l'ai essayé. Moi, je dis, je veux vivre ça. Alors, on m'a juste installé sur une chaise comme ça, poignet lié sur mes barreaux de chaise et les 2 chevilles sur les 2 pattes de chaise. Évidemment, je savais que c'était une simulation, je savais que c'était un jeu, puis qu'à n'importe quel moment, on me détacherait au moment où je le demanderais. L'idée, c'était de toffer idéalement 2 heures. Moi, après 20 minutes, puis pourtant, je suis quelqu'un de solide, là. Je suis assez bien enracinée, je suis en forme, ça va bien ma santé. Après 20 minutes, le menton s'est mis à me trembler comme ça, puis mes grosses larmes. Écoutez, je perdais mes capacités, je perdais mes moyens. La liberté. Ma liberté, complète. confiance en moi. J'étais en train tranquillement de m'effondrer comme être humain, et je savais que c'était une simulation. Fait qu'imaginez qu'est-ce que c'est pour... Bien, tu sais, je fais juste d'en parler, puis je sens le noyau, le nœud qui me noue ici. Et puis, je ne l'ai pas vécu dans un vrai contexte où on me laisse à moi-même dans ce processus-là. Donc, je comprends que ça peut parfois être nécessaire. Pourtant, il y a des pays, puis il y a des établissements au Québec même qui ne l'utilisent pas du tout. Ça veut dire qu'on peut agir autrement. Voilà. Mais c'est différentes choses qui nous amènent, un manque de personnel ou autre qui peut nous amener à utiliser cette technique-là. On le lit dès la première page de votre manifeste, plus de 10 ans après les orientations ministérielles, un manifeste pour le changement de pratique. En 10 ans, il y a eu, vous le disiez, des outils qui ont été mis en place, mais si vous faites ça, c'est parce que on est loin de la coupe aux lèvres. On est vraiment loin. Il y a encore vraiment des pratiques à changer, à transformer. Écoutez, ça fait même plus que 10 ans. On dit plus de 10 ans, mais en fait, ça fait 14 ans parce qu'en 98, le ministère a sorti l'article de loi sur les santé et services sociaux, qui est la mesure d'isolement-contrôle. En 2002, il a sorti ses orientations ministérielles à comment on va utiliser ces applications-là. Il a aussi sorti son plan d'action. Fait qu'il a sorti ces grands documents-là, puis il a laissé aller les établissements là-dedans. En 2006, c'est là où il a fait sa formation, c'est là où j'ai vécu la mesure de contention physique. Oui. Et en 2008, il a sorti un aide-mémoire pour remplacer des mesures de contrôle par des mesures alternatives. Fait qu'il donnait même des petites idées. Et ce n'est qu'en 2011, donc, il a sorti son cadre de référence pour aider les établissements à bâtir leur propre protocole de mesures d'isolement, d'utilisation des mesures de contrôle. Ça veut dire que, en fait, 13 ans plus tard, le ministère sort un document pour aider les établissements à faire leur protocole. Ça veut généralement dire que les établissements n'avaient pas encore fait le protocole. Et ils ne l'avaient pas fait. Moi, on a fait de la pression ici dans notre région, mais tous les groupes, on tente de faire nos pressions de façon égale, identique et un peu en même moment partout au Québec. Donc, ce que je fais ici aujourd'hui, tous mes collègues le font un peu partout au Québec pour que ça soit un effet de masse puis que ça bouge. Parce que le médecin qui travaille à Québec puis qui a travaillé en Gaspésie, là, qui se promène, il faut le sensibiliser. Il faut qu'il change ses pratiques lui aussi, puis l'infirmière la même chose. Donc, 13 ans plus tard, on donne un guide aux établissements pour bâtir leur protocole. Manifestement, ils ont pris du retard. Oui, c'est ça. Alors, vous comprenez que là, nous, on se dit non, ça va faire. Dans l'histoire, nous, on le dénonce, ça fait longtemps. Les utilisateurs de services le dénoncent, ça fait longtemps. Le protecteur des usagers, à l'époque où on l'appelait comme ça, a dénoncé, il a fait plein de similitudes. Le protecteur du citoyen, la même affaire. Et quand on compare ce qu'eux, ils dénoncent versus nous, écoutez, c'est complètement identique. C'est tout à fait identique. C'est la même chose, ouais. Tout à fait identique. Alors là, le manifeste, on recense ça. En fait, la première partie, on décrit pourquoi on dénonce ça. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on veut mettre de la pression, nous, pour améliorer ces pratiques-là, parce qu'il y en a des bonnes pratiques en psychiatrie, et c'est ça qu'on doit promouvoir. Développer l'alternatif, arrêter de vouloir traiter seulement avec la médication, tenter de comprendre la personne, l'accompagner dans son processus, développer son potentiel humain, puis l'impliquer dans les décisions qui le concernent. Est-ce que vous êtes enthousiaste ou optimiste à recevoir quelques réponses? Parce que je n'étais pas de la seule, vous êtes plusieurs à avoir participé à ce manifeste-là. Est-ce qu'on s'attend? Est-ce qu'on est optimiste à avoir du changement? Oui. Heureusement qu'il faut garder optimiste, mais on sait que ça ne va pas vite. Écoutez, moi, ça fait 20 ans que je fais ça de la promotion défense des droits en santé mentale. Ça n'a pas bougé beaucoup. Mais le petit peu qui bouge est acquis.
C'est un éternel recommencement. C'est comme un enfant de 5 ans, exemple. Hein? On dit, ramasse tes bas, va garder tes chaussures, hein? Serre ton verre d'eau. Dis s'il vous plaît, dis merci. Merci, oui, c'est ça. Bonsoir, bonjour, bon matin, nanana. On répète constamment. Bien, c'est la même affaire avec le milieu des établissements psychiatriques. Donc, de dire, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est une mesure de contrôle, ça peut être appliqué de façon correctement. C'est entendu, mais considère qu'on est des chialeux, en fait. C'est vrai qu'on est chialeux, mais on est chialeux parce qu'on porte la parole de gens qui sont souvent silencieux, qui ne sont pas entendus puis qui sont souvent même pas considérés comme étant crédibles. Alors que moi, avec ces gens-là, pour moi, c'est des gens qui sont souffrants, c'est des gens qui ont besoin d'aide, puis qui portent quelque chose, une vérité. C'est les véritables experts, que ce soit la médication ou des traitements qu'ils souhaitent recevoir. Il faut les entendre, il faut les écouter. Ils ont la solution au traitement qu'ils pourraient recevoir. Justement, en terminant, s'il y a des gens qui ont vécu une situation comme ça, qui n'ont pas voulu en parler ou qui, quelqu'un autour d'eux, qu'est-ce qu'on fait? On doit vous appeler, vous pouvez aider ces personnes-là là-dedans? Bien, j'invite vraiment les gens dans ce processus-là, comme vous dites, qui a vécu une mesure de contrôle, un isolement, donc avoir été mis en salle d'isolement pendant un temps donné ou même contentionné, donc attaché, ou avoir reçu une injection d'un produit, donc d'une substance, un médicament, puis qui a fait en sorte que j'ai dormi 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je les invite à communiquer avec moi pour partager leur vécu. Juste le fait d'en partager avec quelqu'un qui est à l'écoute, ça va faire un bien immense. Et nous, c'est que ça va nous permettre de recueillir des témoignages vraiment au niveau comment ça s'est fait, qu'est-ce qui en reste aujourd'hui après, quel est le traumatisme qui demeure. Et juste le fait d'en parler peut faire du bien. Et nous, ça va nous permettre de monter, de continuer d'accumuler du matériel. Évidemment, c'est anonyme, on peut partager. Je veux dire, alors les gens peuvent communiquer avec nous à Droit et recours en santé mentale au 1-800-463-6192. Pour les gens qui sont curieux ou qui nous cherchent, vous avez juste besoin d'aller sur l'ordinateur, taper droit et recours. On est les deuxièmes. Et là, si vous tapez droit et recours santé mentale, on tombe les premiers. C'est facilement trouvable. Et le document, donc non aux mesures de contrôle, il est sur notre page d'accueil. Donc, si on veut le consulter... Lui et plein d'autres. Il y en a d'autres quand s'arrête le contrôle ou commence le changement. C'est des documents que nous avions faits là, à l'époque en 2004, on avait commencé par ça. En 2006, ensemble, s'en sortir et s'en défaire. Donc, on voit que ça fait longtemps. C'est pas la première fois. Là. Madame Lepage, merci beaucoup pour ce temps, pour ces explications. Merci. Bonne journée. Merci.